On peut commencer bientôt parce qu'on a un timing serré. Enfin non, ça se trouve, on va avoir largement le temps, mais voilà, on préfère avoir un petit peu de latitude s'il y avait diverses questions à la fin de la présentation. Donc Damien, je pense que vous allez pouvoir y aller. C'est bon ? Voilà, donc pour cette séance plénière du jour, juste un petit mot. Le maire n'est pas là, vous avez bien vu. Je ferai un petit mot tout à l'heure avant le début du conseil municipal. Mais on pense bien à lui. Je pense qu'il est devant les réseaux sociaux à nous regarder, j'espère. Donc là, on a décidé de vous présenter, comme on va le faire tous les ans, généralement au mois de décembre, je pense qu'on le fera, c'est vous présenter les grands travaux de l'année à venir. Vous savez que depuis quelques années, alors depuis 2015, si je me rappelle bien, il y a eu... Alors attendez, on a eu l'étude urbaine, ouais, c'est ça, en 2015, qui a permis de faire un état des lieux de la ville, de ce qu'il y avait à faire. Donc les premiers grands travaux suite à l'étude urbaine, ça a été la place Bellecroix. Nous, quand on est arrivé en mandat, on a fait la rue Saint-Gervais. Mais on continue sur la même dynamique en y joignant le schéma directeur immobilier qui, lui, nous permet d'avoir une photo précise des bâtiments qui appartiennent à la ville, leur devenir, ce qu'il y a à faire dessus. Alors, on s'est rendu compte, et c'est Maurice qui a fait le schéma directeur immobilier, qu'on avait beaucoup de bâtiments de nature divers. Donc, il y a effectivement du bâtiment historique, il y a des bâtiments administratifs, des salles de sport. Donc, ce schéma immobilier nous permet de faire une analyse des besoins sur ces bâtiments et des travaux à venir. On voit bien, suite à l'étude de 2015 et au schéma directeur, ces travaux-là, ce n'est pas une seule mandature. L'étude urbaine 2015, c'était la mandature d'avant. Le schéma directeur immobilier, il va nous emmener sur 15, 20, 30 ans. Et ça va nous permettre de décliner au fur et à mesure des travaux. Le premier grand travaux dont on va vous parler, c'est la réfection des halles. Voilà. Donc, sur les halles, pour bien comprendre, il y aura 3 phases. Le clos couvert, c'est-à-dire le toit, les fenêtres, l'intérieur, et après, toutes les rues adjacentes. Il y en a 4-5. Sur les halles, je peux vous présenter le début parce que c'est juste un état des lieux qui n'est pas mirobolant. On rappelle que c'est un monument qui a été construit en 1953. Si tu me dis si je dis des sottises, je crois que le seul classement, c'est les portes. Le classement, c'est les façades et les portes, effectivement. Les façades et les portes, voilà. Les façades et portes. Donc, on a retrouvé une photo de l'époque avec les pavés de verre. Vous allez voir l'importance, c'est qu'après, sur les travaux envisagés, on va se rapprocher très, très près de cette image-là. Si tu peux continuer. Les plans d'époque qui ont été retrouvés, bon, avec des choses que moi, je n'ai jamais connues. Il y en a peut-être non, il n'y a pas beaucoup de plus vieux dans la salle. L'horloge, on ne sait jamais si elle a été mise ou pas. Les nervures. Les nervures. Les nervures intermédiaires. J'entends des sourires. Voilà. Mais pour bien vous montrer sur quoi l'architecte est reparti. Et là, vous avez l'état actuel du bâtiment. Vous allez avoir une série de diapos. Vous avez effectivement les plans d'origine et puis l'état actuel qui a été relevé par l'équipe d'architecture qui travaille sur le projet. Voilà. Donc, on peut y aller sur 2. Et effectivement, alors là, vous avez l'état actuel, ce qui était envisagé à l'époque, et effectivement, les architectes qui ont travaillé sur le dossier vont se rapprocher le plus possible, voire pratiquement copier ces plans-là pour revenir au bâtiment d'origine. L'idée, c'est de retrouver effectivement l'esthétique de l'époque. Vous voyez qu'il y avait des grandes portes qui aujourd'hui sont extrêmement réduites. Il y avait aussi toute cette partie de jonction avec la barre qui s'appelle le P2, qui n'a pas été réalisée déjà comme elle devait l'être, enfin comme elle était prévue sur les plans et qui en plus a été modifiée. Autre chose, je reviens effectivement, donc par rapport aux carreaux de verre, aujourd'hui vous avez des verres blancs et des capotages métalliques noirs. Je pense que certains Falaisiens ont connu les carreaux de verre. C'était sorti un peu de la mémoire, on s'en est rendu compte quand on a rencontré les architectes, mais c'était important de le savoir malgré tout. Voilà. Donc l'autre façade, même problématique, carreaux de verre, capotage, et puis la grande barre de porte qui a disparu aujourd'hui. Les plans intérieurs,
exactement pareil, c'est-à-dire que là on voit, mais ça va être dans la deuxième phase des travaux, là, mais on peut en parler, l'intérieur, c'était récupérer toute la surface intérieure, alors que pour l'instant vous avez les toilettes d'un côté et ce bâtiment où sont stockées les vitrines des commerçants. Voilà. Mais on pense que dans la deuxième phase, il faudra effectivement récupérer toute cette surface, ne serait-ce que pour remettre les portes monumentales, enfin les portes latérales. On voit les portes latérales ici. Prévues, et vous allez le voir sur le plan juste derrière. Et les portes d'aujourd'hui. Ça, le sous-sol. Ouais. Ça, oui, le sous-sol, ouais. Donc qui était prévu beaucoup plus bas, qui a été réduit en fait à la partie supérieure du sous-sol, si on peut dire. C'est l'essentiel de la modification. On en profite pour voir qu'effectivement on a un sol qui est incliné, c'était un marché, donc c'était effectivement prévu pour être entretenu très facilement avec un caniveau récupérateur ici. Donc tout ça, c'est bien entendu conservé. Et Maurice fait bien de le rappeler, c'était un marché, ça va rester un marché. Il y a eu une époque, le questionnement de se poser de savoir si on ne voulait pas en faire autre chose. Salle de spectacle, enfin il y avait. Mais non, ça va rester un marché avec son origine première. Voilà, une grande conque vide. Il vous a parlé du sous-sol qui, dans les travaux de l'intérieur, nous servira à dégager de la place de la petite verrue qu'on peut appeler. C'est-à-dire qu'effectivement, il nous faut cette partie stockage, donc elle sera certainement récupérée en bas. Voilà, avec un système, on peut peut-être en parler tout de suite parce que c'est très intéressant, avec un système qui permettra aussi l'accessibilité handicapée, puisqu'aujourd'hui vous avez un emmarchement ici, avec une rampe qui n'est pas du tout conforme aux normes. Et l'idée, c'est d'avoir donc un ascenseur qui permette de compenser le demi-niveau pour les handicapés, mais qui permet aussi de transporter les matériels, sur le sous-sol. Notamment les banques réfrigérées qui sont aujourd'hui stockées donc, dans ce coin au sous-sol. Voilà, donc le sous-sol, on l'a vu. Alors là, ça, moi, je peux encore en parler, c'est l'état actuel. Il a fallu faire effectivement une photo de l'état des bâtiments. Voilà, sur tous les points à peu près. Les bétons, les ferrailles sont bien endommagés. Elles sont apparentes surtout. Il y avait des quantités d'enrobage à l'époque qui n'étaient pas celles d'aujourd'hui. Et donc, il y a beaucoup de fer qui apparaissent surtout dans les angles. Des désordres divers sur les bétons. C'est les premiers travaux qui doivent commencer, on peut en parler tout de suite, en janvier, parce que dès le 3 janvier, l'échafaudeur arrive. L'échafaudeur arrive, il y a 15 jours d'échafaudage et après les travaux commencent, même s'ils vont effectivement commencer sur les bétons à l'intérieur. Donc alors... Ok, pardon, excusez-nous, un peu de technique. Toujours pareil. Oui, voilà, étanchéité. Donc vous avez vu l'étanchéité. Il faut voir quelque chose d'intéressant, c'est que l'étanchéité, et vous l'avez tous vu, elle est noire aujourd'hui. Si on revient à l'origine, vous voyez que l'étanchéité, elle était grise, elle était couleur béton. Et ça va être effectivement restitué. C'est très important dans l'esthétique générale du bâtiment. Donc je reviens, excusez-moi, à l'étanchéité, qui est en assez bon état, avec des ordres habituels sur les remontées, les solins, des choses comme ça. Donc elle va être refaite entièrement. Alors, on sent sur ces photos qu'il y a eu des travaux au fil du temps, mais qui ne sont pas toujours très cohérents. Il a fallu récupérer... C'est de la réparation. Les dysfonctionnements, c'est de la réparation et pas de la rénovation. Les descentes d'eau, avec effectivement un état, donc elles vont être démontées, sablées, repeintes et reposées, des états aussi d'entretien qui laissent à désirer, on le voit ici. J'avance, Jacques. Les menuiseries acier qui sont dans un état une petite oxydation, mais rien de méchant. Juste si je peux me permettre, pour ceux qui ne le savent pas, l'entrée ici est une copropriété, c'est-à-dire qu'elle n'appartient pas entièrement à la ville. Elle est en copropriété avec l'immeuble qui est au-dessus. D'où des discussions pour certaines réflexions de ce côté-là, malgré tout. La différence de couleur ici, entre la partie haute qui est vraisemblablement de la couleur d'origine avec les décors qui sont classés, et puis la partie basse qui vraisemblablement a été repeinte. Donc l'idée, c'est de remettre tout ça en cohérence, de supprimer les capotages, là on va le voir aussi. Vas-y, tu peux continuer. Donc, ce qui est miroiterie, effectivement, il y a les carreaux de verre, vous l'avez vu, mais il n'y a pas que ça. Il y a ces éléments de verre qu'on appelle des ventelles. Ils servent à la ventilation du bâtiment. Vous voyez que celles-ci sont simplement sales, mais ici, il en manque. Vous voyez que celle-ci, elle tient avec un crochet. Et puis, on a ce qu'on appelle les sky domes, c'est-à-dire les éclairages verticaux par carreaux de verre aussi depuis le haut du bâtiment, qui vont être repris également. Et on aura une contrainte aussi dans ce bâtiment, c'est les pigeons.
qu'on a sur la plupart Voilà. des monuments historiques de la ville. Qu'on mais voit, là aussi, qu'on verra plus tard. Plus tard, Effectivement, voilà. comment régler le problème de l'intrusion des pigeons. Donc voilà le projet. Donc c'est un peu, ça répond en fait au diagnostic. Hein. Réfection des chenaux et des descentes d'eau pluviale, la remise en état original des pavés de verre, réfection et harmonisation des portes, j'en ai parlé, réfection totale de l'étanchéité et reprise des bétons avec une peinture minérale pour unifier le tout parce que en fait c'est assez difficile hein, d'obtenir des reprises de béton qui ne se voient pas. Donc il y aura une peinture, une sorte de lasure qui va être appliquée sur le bâtiment et qui en plus protégera les bétons et notamment les bétons d'origine qui ont des épaisseurs d'enrobage qui sont plutôt faibles. Donc le projet toujours vu de côté, donc on retrouve effectivement des éléments, hein, les chenaux et des descentes d'eau pluviale, réfection totale de l'étanchéité, reprise des bétons, remise en état des pavés de verre, la dépose des capotages et la restitution donc des portes latérales. Et là, vous voyez bien qu'on revient pratiquement sur le plan d'origine, Voilà, sur les si vous esquisses avez en qu'on a tête, vues au début. Ce qu'on a vu, effectivement, ça, on revient au bâtiment d'origine. Donc de l'autre côté, c'est la même chose. Je passe vite. Voilà la question de ces fameuses ventelles, hein, de ces fameux éléments de verre. Voilà les plans d'origine. Voilà ce qui est proposé avec donc des grillages anti-intrusion pour les pigeons. Et puis à l'arrière, parce qu'on a un renouvellement d'air qui est beaucoup trop important dans le bâtiment. Donc du plexiglas ou du verre, c'est pas arrêté aujourd'hui. Hein. Il y a beaucoup d'études de détail qui sont faites sur ces parties, de manière à pouvoir contrôler le renouvellement d'air dans le bâtiment et en même temps assurer le désenfumage. C'est pas vraiment un désenfumage, mais appelons-le comme ça, en cas pour la sécurité incendie. Vu de dessus, on retrouve les éléments. Hein. Là, Voilà, on voit bien la couleur grise dont Maurice parlait tout à l'heure. Pour ceux qui ont la chance d'aller dans les appartements au-dessus, c'est un noir bitume. C'est du goudron. Hein. Ouais. Avant de passer au suivant, comment tu veux qu'on fonctionne? S'il y a des questions? Non, est-ce que vous avez des questions? Alors, vous voyez bien, alors là, je me disais, tout de suite, d'un coup, on devrait demander une ristourne aux architectes parce qu'ils ont repris les plans d'origine, mais c'est plutôt dans le sens où on voulait aller malgré tout. Et si vous avez des questions à poser, plus à Maurice... C'était le cahier des charges. Hein. Alors, si juste je peux rappeler que sur les premières estimations financières et les retours de marché, on est plutôt content parce qu'on est en dessous de l'enveloppe, pas de beaucoup, mais en dessous de l'enveloppe qui avait été prévue. Donc les services ont plutôt bien estimé l'ensemble des travaux. Ce qui n'est pas si simple sur un bâtiment béton comme ça. Oui, c'est un bâtiment un peu particulier. Oui, mais alors je pense qu'on ne va pas t'entendre. Ouais. On va pas t'entendre. Je vais t'amener... C'est une question sur les carreaux de verre, effectivement. Est-ce qu'ils sont transparents? Donc oui, absolument. L'idée, c'est de retrouver des carreaux de verre qui assuraient l'éclairage naturel du bâtiment, en réalité, hein, que vous trouvez en fait sur les bâtiments qui se trouvent autour et sur la barre. Vous en avez. Ce ne sont pas tout à fait les mêmes, mais je vais revenir sur ces bâtiments-là, sur celui-ci et sur celui-ci. Vous en avez des carreaux de verre, notamment dans l'éclairage des entrées, et vous en avez aussi sur les casquettes. Oui, sur les casquettes. Voilà. Certaines sont peintes, mais d'autres ne le sont pas. Mais pour ceux qui lèvent la tête à falaise, des carreaux de verre, il y en a à peu près partout, dans tous les secteurs de la ville. Ouais. Et là, particulièrement, hein, en fait, ici, c'est un îlot entièrement de reconstruction, avec des bâtiments symétriques, avec la barre, et vous avez énormément de pavés de verre sur toutes ces constructions. Pas d'autres questions sur Donc, les halles? Oui, c'est transparent. Alors, l'ensemble des travaux avait été estimé à l'époque, alors ça comprend l'intérieur, L'intégral, hein, ouais. à 1 200 000 €. Et pour l'instant, sur la partie extérieure, on est en dessous de l'enveloppe. Ouais, c'est grosso modo moitié-moitié, extérieur-intérieur. Mais le projet sur l'intérieur viendra après. Effectivement, il y a des ajustements à faire. Là, tu parlais des carreaux de verre. Les choix des carreaux de verre ne sont pas encore définitifs. C'est pas arrêté, oui. Mais les architectes ont envie d'avoir des carreaux de verre bien plus transparents pour laisser passer la lumière que ceux qui étaient un peu troubles. Voilà, mais ouais, c'était un type martelé c'est celui que vous avez sur les bâtiments, et là, ce serait plutôt du verre lisse. Voilà.
Et sur l'intérieur également, alors pourquoi l'opération est coupée en deux aussi, c'est aussi une question comment on peut dire, d'administration, si on peut dire. C'est effectivement la partie intérieure qui suppose une mise en accessibilité est beaucoup plus difficile à monter, notamment avec les services de l'État. Ce qui fait que pour lancer l'opération et avec leur accord, l'opération a été coupée en deux, puisque le clos couvert n'intéresse pas les questions d'accessibilité et de sécurité. Et quelque part, ça va faire la transition avec ce qui vient, ça nous arrange un petit peu, parce que ça fait une... Non, mais si tu veux poser une question sur les halles, ouais. Attends, peut-être un petit micro pour que les gens entendent. Oui, juste la question sur les carreaux de verre, parce que Bénédicte l'a posée, mais je me disais pourquoi ne pas essayer de mettre des carreaux de couleur, donner un aspect un peu plus contemporain, quoique l'église du Havre, qui a elle-même des carreaux de couleur, je ne sais pas, ça donnerait peut-être un peu de gaieté. Mais on peut, ça peut être un peu comme la chapelle de Tacubo, quand ils ont remplacé les tuiles de couleur, ça donne quelque chose de plus chaud. Et je sais pas, moi c'est peut-être une idée à creuser. Hein. Ouais, ça a été creusé, c'est un parti pris. Malgré tout, il ne faut pas oublier que ça reste un marché. Ça veut dire que les carreaux de couleur laissent passer beaucoup moins bien la lumière. La commande qui a été faite aux architectes, c'est d'en faire un marché. Parce que c'est vrai que les premiers projet qu'il y avait eu, c'était de faire autre chose qu'un marché. Donc là, ça s'entendait beaucoup plus, à mon avis, mais c'est un parti pris. Par contre, c'est un parti pris. Et si on veut rester dans l'architecture falaisienne d'après-guerre, et ce que disait Maurice, c'est du carreau qui va pas avoir tout à fait le même aspect, malgré tout. Oui. Alors c'est ce que je voulais dire, effectivement. Les façades sont classées, ce qui fait qu'il y a beaucoup de restrictions sur ce qui est possible de faire. Il faut des techniciens dans les équipes. C'était effectivement ramener le bâtiment dans son aspect d'origine, donc effectivement avec des carreaux transparents. J'avais une autre question. Oui, ça fait bizarre quand il y a du son. En fait, il y a des associations qui utilisaient les halles juste pour par exemple, l'UIA pour des chorales, des trucs comme ça. Est-ce que ils auront toujours cette possibilité? Oui, c'est pas antinomique avec le fait que ça soit un marché, puisque c'est un marché et qu'ils peuvent. Mais la fonction première, ça reste un marché. C'est indépendant des travaux, en réalité. Voilà. C'est une organisation de la collectivité sur l'utilisation du bâtiment. Et donc, la liaison que je voulais faire, c'est qu'effectivement, dans ce quartier, il va y avoir beaucoup de travaux, parce que il y a la deuxième phase qui va être impactante. La troisième phase dont je parlais un petit peu en filigrane, c'est les chaussées. Mais je vois qu'il y a encore peut-être une question. Par contre, on va peut-être pas avoir le temps de... Non, mais vite fait, est-ce qu'on va récupérer les eaux de pluie? Il y a un projet pour récupérer les eaux de pluie? L'eau de pluie? Non. Non, je crois aujourd'hui, non. Ça va aller avec les eaux pluviales. Elles vont dans le réseau. Ils vont dans le réseau. Ouais, cela dit, bon, c'est faisable. Hein. Comment ? Je dis, cela dit, c'est faisable. Hein. Sur tous les bâtiments de la ville, on peut effectivement venir s'interroger. Je pense que c'est une question qui viendra parce que c'est le récupérateur d'eau en centre-ville, c'est nécessairement en sous-sol. Sinon, ça fait encore une superstructure qui encombre les espaces. Donc, c'est au moment où on refait les voiries qu'on peut avoir ce genre d'interrogation et de disposition. Et donc, je fais ce coup-là, il n'y a plus de questions sur les halles. Je vais pouvoir faire ma transition. Enfin. Avec le cinéma, parce qu'effectivement, le quartier va être très impacté par des travaux. Donc, dans le séquençage dont parlait Maurice tout à l'heure, il faut être vigilant aussi à ne pas être perturbateur pour tout le monde. Pas en même temps, il faut bien que tout soit programmé. Donc, la deuxième opération qui est programmée en 2022, c'est le cinéma. Mais vous allez voir, les plans, c'est pas si simple non plus. Bon, tout le monde connaît le dossier. Voilà, maintenant, il est abouti. Il arrive dans sa phase terminale avec les marchés qui vont être négociés. Mais Maurice va vous expliquer les travaux qu'il y a à faire qui ne sont pas si simples. Ça paraît simple de faire une salle de cinéma. En centre-ville, c'est pas si simple. Je vais aller assez vite pour laisser plus de temps pour les questions, du coup. Effectivement, donc le cinéma, aujourd'hui, c'est quoi? Donc, c'est un grand bâtiment avec une salle qui a un niveau 0, un balcon, des constructions
annexe, si on peut dire, hein, donc l'auvent d'entrée, les toilettes, la chaufferie, tout un espace de parvis. Et donc tout ce qui est en couleur là, vous voyez, ce sont tous les réseaux qu'il va falloir déplacer avant de pouvoir entamer les travaux. Donc la première phase, ce sera effectivement non pas une phase de construction, mais une phase de déplacement de réseau qui se fera sous contrôle archéologique. Ce sera l'occasion aussi pour la ville et pour les archéologues d'étudier le patrimoine archéologique éventuel qu'il peut y avoir à cet endroit. La salle existante, donc j'en parlais, vous l'avez là, avec les constructions annexes. Ce qui est en maillé ici, ce sont les constructions qui vont disparaître. Et voilà un plan masse du projet. On retrouve notre bâtiment qui, lui, ne change pas. Et puis l'extension qui va venir s'accoler au bâtiment. Voilà le plan, la salle existante, la nouvelle salle, 86 fauteuils et 3 PMR. Je ne pense pas, Sandrine, que ça ait changé. C'est le format. Avec l'idée, donc ça c'est la vue depuis le niveau supérieur, d'avoir une seule partie technique. Il faut que le cinéma puisse fonctionner avec un seul opérateur. Donc il y a une seule partie technique qui est continue sur le haut, qui est la continuité de la partie technique existante. Voilà ce que ça donne en coupe. L'entrée du cinéma actuel, au-dessus l'espace technique qui est en enfilade avec l'espace technique existant, et puis donc la salle avec ici sont figurés les cônes de vue qu'on vérifie pour que la vision soit bonne. Voilà une coupe transversale. Pas grand-chose à dire dessus. On voit effectivement la partie de transition avec le bâtiment existant et puis la salle, hein, qui est ce qu'on appelle une boîte à chaussures, hein, dans le langage des architectes. Voilà les élévations. Effectivement, c'est un bâtiment. On parlera de l'insertion ensuite. Vous voyez, c'est un bâtiment qui a, du point de vue de sa fonction, beaucoup de difficultés à s'insérer dans un paysage qui est un paysage urbain de la reconstruction. En façade latérale, c'est encore plus visible. Bon, ça c'est la face arrière qui n'apporte pas grand-chose. Et voilà l'idée d'une figuration de la fameuse entrée. Je ne sais pas si tout le monde se repère. C'est celle-ci, c'est-à-dire... Excusez-moi, je me trompe de côté. C'est-à-dire, voilà, hein, c'est donc oui. Donc voilà ce que ça peut donner comme entrée. Ici, on est sur l'entrée donc actuelle, hein, du bâtiment, et la nouvelle salle vient à l'avant. Et l'idée de l'insertion, alors on a que cette image-là montrée, qui est pas la meilleure, hein, mais l'idée, c'est d'avoir une façade réfléchissante. Alors, c'est pas un miroir, hein, c'est une façade, c'est de l'inox dépoli. Et l'idée, pour insérer un bâtiment comme celui-là dans l'espace environnement, qui est un espace donc d'architecture de la construction, c'est en fait de faire se refléter le paysage urbain alentour et finalement de faire disparaître la salle en tant qu'objet important, lourd et massif. Voilà. Donc c'est ce qui a été retenu, parce qu'effectivement, essayer de faire quelque chose avec une salle comme ça, c'est compliqué. Le bâtiment actuel, on ne peut pas dire qu'il s'insère vraiment très bien dans l'environnement, donc ça a aussi la vertu de le masquer. Sur ce projet, on peut quand même rappeler qu'il y a eu des nombreux échanges. Cécile est là, Sandrine est là, avec l'association qui gère le cinéma. Et voilà, ça... Je ne vais pas dire des parties de ping-pong, mais ça peut être... On estime que malgré tout, maintenant, c'est un projet qui a maturé et qui devrait correspondre, enfin, qui correspond à la demande qu'ils avaient sur le cinéma. Sur l'architecture, comme toujours, chacun a ses idées en architecture. Moi, personnellement, j'essaye de ne pas en avoir. Mais Maurice l'a bien rappelé. Essayer de faire de la construction d'après-guerre,
c'était à l'avis des architectes ce qui aurait été le pire. D'abord, ça aurait été un coût exorbitant et ça aurait été ce qui avait été. Mais ça n'aurait pas marché. Et ça n'aurait pas marché. Ouais. L'architecte des bâtiments de France, qui bien sûr a un regard sur le dossier, a trouvé l'idée pertinente. Donc je pense que c'est plutôt rassurant pour la suite. Oui, est-ce que je ne l'ai pas rappelé en préambule, mais Falaise, 90% de la ville de Falaise est soumise à un avis de l'ABF. Et il faut en profiter parce que, quoi qu'on en dise, c'est malgré tout des avis très pointus sur l'architecture. Et puis ils connaissent bien le patrimoine. En général, ça fonctionne bien. Ouais, on a plutôt des bons rapports et des rapports constructifs. Je pense que c'est tout. Est-ce qu'il y a des questions sur le cinéma ? Alors, j'ai plus le projet en tête, mais je crois que le bilan global, une fois que les rues vont être refaites autour, on perd 4 places de parking, oui, ce qui est un moindre mal sur l'ensemble du quartier. Et on devrait récupérer, mais ça on va le voir après, la circulation devrait pouvoir changer dans ce quartier, parce que vous savez que la rue Cuvigny est en double sens. Autant le dire maintenant, il y a des idées qui viennent pour que ça soit plus fluide en ville. Et pour le coup, il y aurait très peu de pertes de places de parking. Oui. Non, mais c'est des vraies questions. Oui, il y a la place des automates, mais oui. Maintenant, c'est... Surtout la retransmission, on ne vous entend pas si vous ne parlez pas. Donc moi, je posais une question par rapport aux places de parking, en sachant qu'on va en perdre, bien évidemment. Après, voilà, il faut quand même savoir que c'est un endroit où les gens vont à la pharmacie, que c'est très compliqué de se garer aussi derrière. Et est-ce qu'il y aura des places handicapées qui resteront quand même accessibles ? Déjà, devant toutes les pharmacies, vous avez remarqué qu'on a fait des places handicapées. Il y avait déjà devant toutes les pharmacies, plus des arrêts minutes devant toutes les boulangeries. Donc on essaye effectivement, pour ces gens qui restent pas longtemps dans une pharmacie, on passe pas 1h30, de pouvoir s'arrêter assez facilement. Oui, parce que cette pharmacie-là, en fait, les places de parking handicapées sont de l'autre côté, sur la place où va être posé le cinéma. Ah, bah ça, je savais pas que le pharmacien s'en allait. Ben nous, on n'en parle pas parce que voilà. c'est pas un projet public, c'est un projet privé. Mais effectivement, voilà. Bon, ben ma question est voilà. Merci. Alors d'une manière générale, on se préoccupe effectivement des stationnements dans les projets de voirie. C'est vrai que souvent, quand on veut avoir de l'accessibilité, de la circulation vélo et de la circulation automobile, le tout est très contraint dans un espace urbain, mais c'est quand même une préoccupation qu'on a systématiquement, d'essayer d'avoir le maximum de places de parking résiduelles. Donc je pense qu'on va continuer. Je pense que sur le cinéma, on a répondu à vos questions. On va continuer sur la culture avec le projet CDCN. Depuis le label, et là je parle sous le contrôle de l'adjointe à la culture qui est très vigilante à ces choses-là, il a fallu faire des travaux sur l'espace Corrège existant. Donc pareil, Maurice, je te laisse en parler parce que c'est... Voilà, très technique. Bon, c'est l'espace dense que vous connaissez tous. Aujourd'hui, donc, c'est la partie blanche. C'est un bâtiment symétrique avec une grande partie essentiellement de studios à l'arrière et des bureaux à l'avant. L'idée, c'est effectivement d'étendre le bâtiment. Du point de vue fonctionnel, c'est quelque chose d'assez simple par rapport aux autres projets. Ce sont des bureaux essentiellement et des espaces de travail. Et puis, un retravail sur l'entrée. Aujourd'hui, c'est une entrée en creux, c'est une entrée un petit peu qui s'efface. Et l'idée, c'est d'en faire une entrée symboliquement plus importante avec un signal sur cette entrée. Donc en plan, on voit, donc en grisé, vous avez l'existant. En noir, vous avez le travail sur l'entrée et ensuite cette extension ici. Désolé pour le flou, c'est l'image que j'ai scannée qui a eu un peu de mal à passer. C'est de l'espace de bureau, simplement. Ce qui est le plus intéressant, c'est peut-être la coupe pour montrer qu'on a un grand hall toute hauteur, un espace... un grand espace large et aéré, et ensuite des espaces de bureaux et de réunion, plus des locaux techniques, des petits stocks, des choses comme ça.
En matière d'architecture en élévation, on retrouve donc l'entrée et l'extension, avec là aussi une discussion avec l'architecte des bâtiments de France sur le traitement des ouvertures. Et l'idée, c'est de retrouver le principe de ce qu'on appelle des moucharabiés, mais ce sont des moucharabiers, on va dire, de normands, Ouais. si on peut dire. C'est-à-dire que ce sont là aussi des éléments qu'on retrouve dans l'architecture de la construction. Donc c'est un rappel de l'architecture de la construction qu'on voit mieux. Bon, cette élévation ne présente pas trop d'intérêt, qu'on voit mieux sur l'insertion. C'est de retrouver ce système un petit peu de briques décalées. On retrouve, alors je sais qu'il y en a à Caen, mais je pense que... L'église, je crois que c'est l'église juive protestante, je ne sais plus laquelle, qui est à côté de l'université. J'y suis Ah allée oui, l'autre jour, d'accord. qui est une sorte qui date de la reconstruction. C'est assez beau d'ailleurs. Voilà. Et Donc, ce qui est remarquable, voilà, là-dedans, outre le fait qu'effectivement c'est une extension qui répond fonctionnellement aux besoins pour la labellisation CDCN, c'est d'avoir aussi un symbole de l'architecture de la construction, de la même manière qu'on a le lycée. Là, donc, on a des espaces sur lesquels on retrouve les signes de l'architecture du moment sur falaise. Pareil, juste pour rappeler, ce projet, il y a eu des échanges avec la direction du CDCN, avec Cécile. Donc c'est un projet maturé, c'est pas... Avec la DRAC. Et la DRAC, avec oui. la DRAC. Moi, ce que je note, parce que vous l'évoquiez tout à l'heure, vous parliez de l'espace dense. Aujourd'hui, le Centre de développement chorégraphique national, donc le label national, va regrouper dans ce même espace les personnes qui y travaillent et les artistes. Et c'était ça l'essentiel, c'était ça la véritable demande de l'équipe, c'est d'être complètement ensemble et de travailler ensemble pour mieux servir le public. Donc voilà, encore des travaux 2022. Je pense qu'on peut passer, à moins qu'il y ait des questions sur le CDCN. Le cinéma, les appels d'offres sont en cours, donc il devra avoir une deuxième mouture en, je pense, janvier-février. Le début des travaux, précisément, il faut attendre le retour des entreprises, savoir si tous les lots sont fructueux. Et vous savez que la période Covid, ça devrait aller assez vite. Mais... C'est le premier trimestre, prévisionnellement, je pense. Oui, c'est ça. Mais c'est, voilà, sur les retours des entreprises pour les travaux, c'est assez compliqué. Les entreprises sont surchargées de travail, certaines ne répondent pas. Donc, il ne faut pas non plus s'emballer à répondre à la première. Voilà, c'est un appel d'offres qui doit être travaillé. Je pense que, ouais, premier trimestre, fin de premier trimestre, voire premier... Pour le cinéma, ouais. Les Halles, c'est acté, c'est 3 janvier, le début des travaux. Voilà, là, c'est plutôt premier semestre aujourd'hui en prévisionnel. On n'a pas trop de visibilité non plus. Hein. Et si je peux me permettre, les travaux du cinéma du CDCN, c'est le même architecte. Pas les Halles, hein, mais en tout cas, c'est le même architecte qui travaille sur les 2 bâtiments. Non, mais... Oui, mais il y a une synchronisation quand même. Hein, il a besoin aussi de coordonner tout ça, je crois. Plus de questions ? Plus de questions. On va passer alors là sur un projet de regroupement d'écoles, Charlotte Herpin et la Fontaine Couverte. Vous savez que sur la Fontaine Couverte, c'est une école qui, aux yeux des enseignants, est une super école pour travailler, mais où il y a plein de dysfonctionnements dus au bâtiment, à la qualité du bâtiment, aux travaux qu'il y aurait à en faire pour la rendre au goût du temps. Ça serait exorbitant pour en faire une école avec les contraintes. Donc, il a été décidé de regrouper les 2 écoles sur le site Charlotte Herpin, mais bien évidemment avec des travaux d'agrandissement pour pouvoir accueillir tous les enfants, même si effectivement il y a une baisse des effectifs, on s'en rend compte. Donc voilà, sur Charlotte Herpin, il y a des travaux d'agrandissement que Maurice va vous présenter. Pour ceux qui connaissent l'école, ça va être clair. Moi qui ne la connaissais pas, c'est un peu moins clair. Je vais vous expliquer. Ouais. Donc Charlotte Herpin, on entre ici. Il y a un hall, il y a une salle de jeu. Donc en bas, ici, vous avez la partie des petits, salle de repos, salle de classe. Aujourd'hui, enfin jusqu'à aujourd'hui, vous aviez ici le RASEL. Ensuite, des salles de classe des grands, on peut dire, et le réfectoire qui est ici. Réfectoire des petits, réfectoire des grands. Et ici, on communique avec l'école... l'école de la Crosse. L'école Crosse. Jusque là, ça va. Il faut se repérer un petit peu, parce que pour comprendre les plans, ça va être plus facile. Il y a 2 zones d'intervention sur ce projet.
la première zone ici qui consiste à agrandir le réfectoire des petits. Et puis cette partie-là qui est un travail sur l'existant qui consiste à restructurer cette partie qui comprend les toilettes et le RASED pour créer une salle de classe pour les petits et une salle de classe pour les grands. Ça se présente comme ça. Donc sur la partie réfectoire, il s'agit tout simplement d'agrandir, de doubler la surface. On est aujourd'hui aux alentours de 50 mètres carrés. On passe à 100 mètres carrés, donc c'est une extension toute simple en coin. Sur la partie existante, donc Extra Z, l'idée c'est donc dans ce volume général qui est ici de créer donc une salle de repos ici pour les petits, une salle de classe dans cette partie-là, et il y a un locage de stockage aujourd'hui qui doit être comme ça, plutôt d'ailleurs, donc de le décaler ici pour pouvoir avoir de la surface pour la salle de classe. Voilà, c'est un aménagement en place. Voici l'élévation donc de l'extension du réfectoire, hein, avec donc un système d'isolation par l'extérieur. Rien de spectaculaire, on reste dans les lignes du bâtiment et dans son esthétique. Et ben voilà, c'est tout pour Charlotte Herpin, en fait. Des questions sur Charlotte Herpin? Pardon? Le montant de l'enveloppe? 300 et quelques mille euros, je vais vous dire ça. Tu le veux précisément? Non, c'est... Vous le voulez au centime d'euros? 323 000 euros, je crois, mais je ne suis pas certain, je vais vous dire. Oui, c'est ça. Et après, effectivement, une fois que les deux écoles seront recoupées, on aura un travail sur l'avenir de l'école de la Fontaine. Alors, ce que j'ai omis de dire, c'est qu'au passage, il y a rénovation de l'intérieur de l'école. Oui, voilà. pour partie. Voilà. De manière à retrouver un ensemble cohérent en termes d'accueil des enfants. Voilà sur l'école. Alors le dernier dossier qu'on va voir ce soir, c'était le réaménagement du plan d'eau. On l'a malgré tout mis, sans être sûr que 2022, il y aura le début des travaux, mais suite à la dernière présentation qu'on vous a fait sur ce dossier, on a eu un retour, je crois que c'était le lendemain ou le surlendemain du conseil municipal, enfin la même semaine, on a eu un retour de l'agence de l'eau, du syndicat mixte du bassin de la Dive, qui est cohérent, enfin qui est compétent sur l'ensemble de l'étude de Lente. Donc Maurice, si tu veux bien passer juste un peu plus loin. Donc la genèse du travail, c'était l'étude du plan d'eau pour le désenvasement. Sauf que l'étude ne s'est... Alors c'était l'ancienne municipalité, il faut le dire, qui avait demandé au syndicat du bassin de la Dive de travailler sur l'ensemble de la traversée de Lente de falaise. Et en fin de compte, on se rend compte qu'il y a, je vous avais dit lors de la dernière présentation, et je l'ai dit en commission 4 de vie, qu'il y avait un gros problème sur Lente, c'est qu'il y a des points d'arrêt d'eau, donc qui se situent à côté du chemin des Oliviers et à côté, je ne sais plus, le moulin Bigot. Mais en fin de compte, il y en a 4 supplémentaires qui empêchent Lente de circuler naturellement. Donc il y a des problèmes écologiques sur la continuité, mais il y a des problèmes de prévention des inondations. Le fait, alors Maurice va vous en parler aussi parce que c'est de l'hydrologie un peu plus poussée, mais le fait de bloquer l'eau favorise les inondations en amont mais en aval aussi. Voilà, oui, d'une manière générale, en matière de prévention des crues, le fait d'anthropiser, comme on dit, les cours d'eau, c'est-à-dire les canaliser, les recouvrir, etc., ça empêche leur expansion. Leur expansion diffuse, continue, et de petits volumes, ce qui fait que dès qu'il se trouve une expansion possible, là, c'est effectivement la grosse catastrophe. Donc, en matière de cours d'eau, on cherche aujourd'hui à rétablir des zones d'expansion de crues et des zones d'expansion naturelle. Un cours d'eau, ça a des régimes qui sont variables. Ça peut être relativement haut, ça peut être à l'étiage, et donc il faut tenir compte de tout ça pour que le cours d'eau circule librement. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est les continuités écologiques, effectivement. Il y a 6 points de rupture de continuité écologique sur falaise. Donc, ils sont à traiter de toute façon à court ou moyen terme. Il est probable que dans un avenir relativement proche, on interdira ce genre de dispositif qu'on voit. On a des photos qu'on voit ici, ça c'est falaise. Donc vous voyez que tout est extrêmement canalisé. Il faut bien regarder, parce que tout à l'heure, on va avoir des exemples à Livaro, où vous avez à peu près la même canalisation et voir ce qu'ils en ont fait.
Voilà les ruptures de continuité, hein, donc effectivement des zones où la faune ne peut pas circuler librement. On voit aussi que le plan d'eau, c'est un ouvrage relativement récent. Alors, tu veux peut-être en dire un mot, toi qui es ancien. Avant de demander un travail sur le plan d'eau, on a essayé de voir dans la mémoire des Falaisiens depuis quand on avait l'image du plan d'eau. Et en fin de compte, les Falaisiens, pour la plupart, ont l'impression qu'il a tout le temps été là. Sauf qu'en fin de compte, en faisant des recherches, alors j'ai recherché aussi, ça a été validé en conseil municipal à l'époque en décembre 65. C'est-à-dire qu'il est automatiquement de 66. Il est entre décembre 66 et juillet 66. Ah, donc vous avez une photo effectivement voilà, sans et plan on voit d'eau. bien. Et il va avoir une autre photo un peu plus parlante. Et il y en a une très jolie ici, qu'a retrouvé notre assistant à maîtrise d'ouvrage. On voit que Grégoire connaissait. La rue des Herforts ici. Pour vous repérer, hein, vous avez Saint-Gervais qui est là. Là, si vous voulez, là, vous avez l'ancienne piscine qui était les tannoïs. Voilà. Le donjon, qui était à l'époque ouvert, et donc la zone du plan d'eau d'aujourd'hui, qui était bien à sec. Rebaldo daté de un petit peu avant 65. Ouais, 55, parce qu'on voit le lycée Louis Liard est déjà construit ici. Donc voilà. Vous repérez, pas trop repérer aux églises, là vous avez Saint-Gervais. Donc, tout ça pour bien montrer que le plan d'eau falaise existait bien avant le plan d'eau. Le plan d'eau a été fait. Et à l'époque, les discussions en conseil municipal avaient été tendues entre les pour-plans d'eau et les anti-plans d'eau. Je pense qu'il y avait une histoire de propriété privée, parce qu'il y a des jardins qui étaient privés. Pour revenir on va passer sur les enjeux, donc ça ce sont des zooms sur effectivement ce qui est possible de rétablir. Donc par rapport à aujourd'hui, vous avez la cascade là, et ensuite une canalisation, c'est d'ouvrir les zones d'expansion et de retrouver le plus possible le cours naturel des rivières. Donc deuxième zone, la zone du la zone du camping. Donc voilà. Effectivement, ce qui a été fait à Livaro, vous avez le avant-après. Il faut montrer qu'effectivement, on avait des structures un petit peu comme à Falaise, hein, des choses très très canalisées. Et voilà, l'idée d'en faire des zones humides à expansion possible du cours d'eau. Une végétation qu'on retrouve de type semi-sauvage et gros avantage pour les services, excusez-nous, ça permet aussi d'avoir des politiques d'entretien un petit peu plus légères, tout en satisfaisant un besoin de nature bien légitime. Et juste, si je peux me permettre, pour les finances, de passer d'un projet comme celui-là à celui-là, vous êtes sur un taux de 95% de subvention. Autre avantage, on a le problème à Falaise. Les murs, par exemple, de ce type-là qui sont au camping sont minés. Donc, de toute façon, il va falloir travailler dessus. Ici, on a quasiment aucun travail à faire sur ce type d'aménagement. Voilà. Les ouvrages, c'est aussi des charges de fonctionnement. Donc, la deuxième partie, un équivalent sur Livaro. Voilà le avant-après. C'est assez spectaculaire comme changement. Donc, je pense que ça. Et avec une gestion des inondations, il faut bien le voir, que ça gère une partie de leurs inondations. Ce qui se passe ici, c'est que quand il y a effectivement des crues, l'eau monte, elle monte en charge, et dès qu'à l'aval, elle peut sortir, elle sort, voire elle casse des murs. Vous savez que les digues ont justement cet inconvénient qu'elles sont très très dangereuses, parce que quand une digue se rompt, non seulement on reçoit l'eau, mais on reçoit aussi la digue. Donc, effectivement, ces zones d'expansion douces sont beaucoup plus favorables. Évidemment, entre guillemets, on perd du terrain, mais on trouve aussi d'autres avantages. Donc voilà, ça c'est la troisième partie avec un exemple assez équivalent à Livaro. C'est assez spectaculaire, hein, le avant-après. C'est pour ça qu'on les a mises. Le plan d'eau lui-même, donc il y avait dans l'étude biotech deux hypothèses, la suppression totale, ou bien la requalification en zone humide avec une partie résiduelle qui pourrait être maintenue en plan d'eau. L'idée, c'est de retrouver le plus possible le cours naturel de l'eau. Donc ça, c'est un schéma de principe. Il ne faut pas du tout le voir comme un schéma de projet, mais ça donne l'idée de ce qu'il faudrait faire, avec donc suppression des seuils à l'amont, à l'aval, et un cours d'eau qui n'est plus au fil de l'eau, c'est-à-dire en interception du cours d'eau, mais qui est en prise
le cours d'eau, c'est-à-dire en parallèle au cours d'eau. On a un exemple ici, alors ça n'est qu'un plan, effectivement, c'est dans l'Indre, d'un cours d'eau qui était au fil de l'eau, un petit peu comme à Falaise, hein, et puis c'était une expansion du lit de la rivière à un endroit qui a été réduit avec simplement une prise pour le remplir, et il ne se trouve plus sur le cours d'eau. Voilà. Il y a encore une autre derrière, je pense, qui est parlante aussi. Voilà. Et voilà, donc c'est un roc de la France, un avant-après, un plan d'eau existant et sa transformation en zone humide. Alors notre assistant à maîtrise d'ouvrage avait lui aussi, qui travaille en parallèle, hein, avait fait une image qui est assez plaisante, je trouve. D'un Hein, possible devenir. d'un possible aménagement. Voilà. Qui intégrait alors d'autres problématiques que les problématiques purement hydrauliques. Il y avait des problématiques de paysage, il y avait des questions d'ensoleillement, il y avait des questions de vue aussi. Depuis l'avenue d'Hastings, il y avait ce qu'on appelle la skyline, c'est-à-dire la ligne de rempart et de crête jusqu'au château, et la synergie avec le camping. Donc l'idée, hein, c'était effectivement de maintenir la circulation uniquement sur la rue des Herforts, plus de circulation automobile, plus de circulation automobile dans cette partie-là, voilà, avec des zones d'agrément, avec une zone humide qui peut être aussi une zone pédagogique, hein, ou une zone exemplaire aussi en matière d'environnement. Et puis voilà, un système de gradins et de déambulation qui permettrait effectivement d'avoir un séjour de qualité qu'on n'a pas trop aujourd'hui. C'est fréquenté, mais pas autant qu'on souhaiterait. Et le maintien, donc, c'était l'idée de départ d'un plan d'eau qui voyait bien en dérivation pour les activités autres, de pêche notamment. Si je peux me permettre, comme le schéma de principe de tout à l'heure, ça, c'est pas du tout un projet, hein, c'est une vision du possible dans un avenir. Ce qui est, le plan d'eau pourrait être intéressant, mais il y a plein d'autres façons de l'imaginer malgré tout. À un moment donné, il faut avoir une image pour se rendre compte, hein, de ce que ça peut donner, et surtout de faire la comparaison avec ce qu'il y a aujourd'hui. Parce que si vous regardez par rapport au schéma de principe de biotech, le plan d'eau était là. Parce qu'ils avaient identifié... J'ai une mouche. Ah oui, là-haut, sur le A de hameau. Aïe, aïe, aïe. Alors là, il faut la laisser. On va laisser comme ça. Donc voilà, ça, on voulait juste vous le présenter parce qu'effectivement, le complément d'information est arrivé le lendemain ou le surlendemain du conseil municipal. Et ça nous paraissait important. Même si ce n'est pas des grands travaux prévus 2022, ça reste du travail, on va dire, intellectuel sur la façon d'imaginer la suite. Sur la zone humide, est-ce qu'on est sur une eau qui circule ou stagnante? sur la zone humide, Oui. il y a toujours un petit débit. En fait, hein. Il y a toujours un petit débit, donc elle est en prise, comme sur le plan d'eau d'ailleurs. Hein. Il y a un petit débit de remplissage, il y a de l'évaporation, il y a de l'infiltration, il y a aussi des venues d'eau autres, hein, donc il y a un équilibre à trouver. Et donc il y a des ouvrages à l'entrée et à la sortie pour qu'il y ait toujours effectivement une eau qui circule. Mais ça n'est pas l'eau du lit de la rivière directement. Non, mais c'est pour éviter les zones à moustiques. Eux, ils nous disent qu'il n'y a pas plus de risque de moustiques sur une zone humide que sur une zone d'eau. Parce que là, malgré tout, sur les berges, c'est un nid à moustiques. Enfin voilà, c'était juste pour de l'information. Je regarde juste l'heure pour... On a un petit sujet peut-être pour terminer, mais alors je ne vais pas le présenter parce qu'effectivement, on a du... Enfin, je ne vais pas le présenter à l'écran parce que ça va être compliqué. C'est le bâtiment d'accueil du château. Parce qu'il y a donc sur ce bâtiment une opération de réhabilitation, notamment de la toiture, avec un passage en toiture végétalisée. Donc c'est quand même à noter, c'est un ouvrage un petit peu novateur à Falaise en tout cas, et donc qui vise notamment à supprimer ou à réduire fortement les problèmes thermique du bâtiment et surtout les problèmes d'infiltration d'eau qu'on connaît. Donc il y a tout un travail qui est assez compliqué, assez subtil, mais qui se
peut dire, synthétisera du point de vue visuel par la pose d'une toiture végétalisée sur le bâtiment et aussi d'une terrasse à l'avant, terrasse qui éloignera l'eau des murs de manière à ce qu'elle ne s'infiltre pas. Tu peux peut-être juste montrer un visuel du bâtiment d'accueil, malgré tout, si on arrive à... Tac. Allons vite avant qu'il y ait une mouche. Donc ça, c'était toutes les problématiques qu'on va passer. Il y a aussi les problématiques sur les tours, sur les remparts. Et donc, alors l'idée, je vais plutôt vous mettre ici, on va voir une coupe. Voilà, l'idée, c'est d'avoir donc une toiture végétalisée sur la toiture existante, un travail sur le rempart qui est en fait un réservoir d'eau. Hein. On a des vents dominants qui sont ici, le rempart se remplit et l'eau passe par l'intérieur du rempart. C'est une maçonnerie qui est poreuse, elle est faite pour ça, elle a été conçue pour ça et elle a un sens pour ça. Mais évidemment, c'est incompatible avec l'utilisation du bâtiment aujourd'hui. Donc, une étanchéité, on ne va pas y arriver. Non, ouais, elle va revenir. Par feuille de plomb et reconstruction du rempart. Ça, c'est le côté boutique avec la verrière. Donc, même travail, mais avec aussi un travail d'engravure de la verrière dans le rempart. Aujourd'hui, elle est juste, on va dire, posée contre le rempart. Donc, on a énormément d'infiltration d'eau aussi. Une petite visualisation qui n'est pas super parlante, mais qui donne un peu l'idée du travail qui sera fait. Donc, avec la toiture végétalisée, une petite simulation. Voilà, ici. Hein, voilà ce que ça donnera. Ce qui changera effectivement l'esthétique du bâtiment. Donc là, effectivement, il faut savoir que le bâtiment est un monument historique, hein, puisqu'il est adossé à un monument historique qui fait partie aujourd'hui du classement du château. Donc effectivement, la DRAC et l'ABF ont eu leur regard dessus. Ils ont approuvé le projet. Et donc ça va se faire également en 2022. Voilà. On a fait le tour, parce que je pense qu'il doit être... Désolé pour le temps, il est l'heure. Il va être l'heure du conseil municipal. Donc s'il y avait vraiment des questions, on les prendra par écrit après. Merci. Merci. Ça, Fabrice ? Je savais pas si tu venais, donc je vais donner D'accord. À deux.
S'il vous plaît, on va pouvoir commencer parce qu'il est un tout petit peu... Cécile est où ? Il manque Cécile qui ne doit pas être là. Salut, bonjour Delphine. Il ne faut pas fermer. Bonjour à tous et à toutes, ou à toutes et à tous plutôt. Donc, comme vous voyez, c'est moi qui vais présider ce conseil municipal suite au petit problème de santé d'Hervé, qui m'a chargé de vous souhaiter tous le bonjour. Il va bien, il est sorti de l'hôpital aujourd'hui. Et il a eu un petit peu peur, donc il va un petit peu se dégager du temps pour les fêtes à venir. Les fenêtres, il fait plein de choses. Mais... Donc voilà, on peut lui passer, ce que j'imagine qu'il doit être sur les réseaux. Oui, Valérie. Je me permettais de lui souhaiter un bon repos, un prompt établissement de ma part et de toute l'équipe de notre groupe. Merci pour lui. Merci. Avant d'ouvrir ce conseil municipal, je vais vous proposer de rajouter un rapport complémentaire. Ça doit être le 15e rapport. Combien, tu dis ? 16e rapport. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc c'est bon, on va pouvoir rajouter ce rapport. On va d'abord procéder à la désignation d'un secrétaire de séance, et c'est le tour de la majorité. Donc on va proposer à Bastien, comme il est de coutume, d'être secrétaire de séance. Je suis chargé de vous donner les absents. Donc, est absente Béatrice Martin, qui a donné pouvoir à Clara Devel, Hervé Monory, qui a donné pouvoir à moi-même, Jean-Marc Lebas, qui a donné pouvoir à Philippe Drouet, Sandrine Petit, qui a donné pouvoir à Bénédicte Lebailly. Je pense avoir fait le tour. Et Véronique Néré, qui a donné pouvoir à Bastien. Clara m'a prévenu qu'elle serait un petit peu en retard et qu'on pouvait commencer sans elle. Et de toute façon, on commence, et on a commencé un petit peu en retard, mais ça va. Donc, le deuxième point à l'ordre du jour, c'est l'autorisation de mandatement des dépenses d'investissement. Je vais demander à Magali de le faire, en absence d'Hervé. Dans l'attente du vote des budgets primitifs, la ville peut, par délibération du conseil municipal, décider d'engager, de liquider et de mandater les dépenses d'investissement, dans la limite de 25% des investissements budgétés de l'année précédente. Considérant que les budgets de l'année 2022 seront soumis aux conseils municipaux du mois de mars 2022, il est demandé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits votés au budget 2021, selon la répartition suivante. Sur le budget de la ville, un total de 1 621 512 €. Sur le budget camping, un total de 13 629 €. Sur le budget du SPIC Château-Guillaume-le-Conquérant, un total de 19 667 €. Et sur le budget du musée des automates, un total de 1 575 €. En conséquence, il est demandé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits votés au budget 2021, tels que définis ci-dessus. Est-ce qu'il y a des questions ? C'est une délib qu'on prend tous les ans pour engager l'année suivante. Je soumets au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Troisième point à l'ordre du jour, la convention de refacturation de la taxe foncière du mémorial des civils. Lors de la cession du mémorial des victimes civiles par la ville à la communauté de communes du Pays de Falaise, le 23 novembre 2016, la publicité foncière n'a pas été réalisée. Depuis cette date de cession, la ville continue à prendre en charge le paiement de la taxe foncière et des frais de gestion associés, 3%. Afin de permettre de refacturer ce coût à la communauté de communes du Pays de Falaise, il vous est proposé la convention jointe en annexe 1
Il est demandé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer la convention et tous les documents liés. Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Quatrième point, la fixation des tarifs municipaux. Le conseil municipal est compétent pour fixer les tarifs municipaux, suivant l'article L 2121-29 du Code général des collectivités territoriales. Les tableaux annexés à ce rapport en annexe 2 présentent les propositions d'évolution tarifaire des services municipaux pour l'année 2022. Ces nouveaux tarifs s'appliqueront à compter du 1er janvier 2022, à l'exception des tarifs soumis aux périodes scolaires ou touristiques. Il est proposé au conseil municipal de reporter les tarifs 2021-2022 pour les locaux, pour la location des bâtiments sportifs et le musée des automates, d'appliquer une hausse contenue pour les accueils de loisirs et périscolaires, la restauration scolaire à compter de septembre 2022, les locations des bâtiments culturels, les concessions des cimetières, la mise à disposition et le transport de matériel technique et les droits d'occupation de voirie, les locations de salles, et d'ajuster les tarifs liés à l'EPN et aux ateliers collectifs. Les questions? Pareil, c'est une délib habituelle. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. La décision modificative numéro 3 du budget qui va vous être présentée par Magali Cannon. La troisième décision modificative du budget principal de la ville de Falaise s'équilibre à hauteur de 82 400 €. Donc la DM3 s'équilibre à hauteur de 82 497 € répartis ainsi. 78 570 € en fonctionnement et 3 927 € en investissement. Elle prend compte des ajustements de crédit de fin d'année pour le changement d'imputation de la reprise de provision en 2020 liée à l'effacement de la dette de Mondial Déco demandée par la trésorerie, neutre budgétairement, l'affectation d'une partie des crédits de fonctionnement de l'école de la Crosse en investissement, neutre budgétairement, la prise en compte d'une enveloppe plus importante de travaux en régie, le reversement de la part de la taxe d'aménagement de 2021 à la communauté de communes pour les zones d'activité économique, l'abondement du remboursement du capital avec le remboursement de l'avance au CNC et le remboursement de la taxe foncière pour le mémorial des victimes de Falaise de 2017 à 2021 par la communauté de communes. Il est demandé au conseil municipal d'approuver la DM3 du budget principal de la ville de Falaise. Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Point numéro 6, l'amélioration de l'action sociale des agents et l'adhésion au CNAS. Depuis 1975, l'amicale du personnel de la ville gère l'action sociale en son sein. Il nous a fallu malgré tout, par l'obligation de la loi, que tous les agents puissent avoir une action sociale. Le problème, c'est que l'amicale, c'était sur adhésion, donc ne bénéficiaient des services de l'amicale que les adhérents. Et comme l'adhésion n'est pas obligatoire, plein d'agents passaient à travers. Donc en début de mandat, on a décidé d'étudier le sujet dans sa partie sociale et dans sa partie financière, parce que malgré tout, il y a un coût. Je ne vais pas vous lire entièrement la délib. On a juste rappelé les articles de loi. Un article 71 qui fait état de nos obligations d'apporter un service social. L'article 70 qui nous oblige à déterminer le type d'action à mettre en place. Et la partie plus ressources humaines, à qui on doit confier la gestion, parce qu'on peut le faire en interne par un COS ou par le CNAS. Donc après avoir étudié les besoins des agents, l'étude du coût de cette action, je vais vous la rappeler un tout petit peu après, on a décidé de confier au CNAS cette mission. Certains connaissent parce qu'il est présent dans beaucoup de collectivités.
On a eu l'occasion de le présenter en CT et on a travaillé dessus déjà depuis... Enfin, au dernier CT, ça a été adopté à l'unanimité, mais on avait commencé à travailler dessus dès notre arrivée en la mairie. Donc en septembre 2020, on a commencé à travailler pour une adhésion au 1er janvier 2022. Je vais juste vous lire la fin de la délib. Afin de satisfaire aux obligations légales fixées par les articles ci-avant, il est proposé au conseil municipal de doter la ville de Falaise d'une action sociale de qualité en permettant de renforcer la reconnaissance de ses agents et l'attractivité de la collectivité, et à cet effet d'adhérer au CNAS à compter du 1er janvier 2022. Cette adhésion étant renouvelée annuellement par tacite reconduction. D'autoriser en conséquence Monsieur le maire à signer la convention d'adhésion au CNAS, de verser au CNAS une cotisation correspondant au mode de calcul suivant, nombre de bénéficiaires actifs par le montant forfaitaire de la cotisation par bénéficiaire. Il est précisé que les agents retraités de la ville pourront adhérer au CNAS, mais la cotisation restera à leur charge. De désigner M. Jacques Lebray, premier adjoint délégué aux ressources humaines en qualité de délégué élu pour représenter la ville de Falaise au sein du CNAS, de faire procéder à la désignation parmi les membres du personnel bénéficiaire du CNAS d'un délégué agent pour représenter la ville de Falaise au sein du CNAS, de désigner un correspondant et éventuellement des adjoints parmi le personnel bénéficiaire du CNAS, relais de proximité entre le CNAS, l'adhérent et les bénéficiaires, dont la mission consiste à promouvoir l'offre du CNAS auprès des bénéficiaires, conseiller et accompagner ces derniers et assurer la gestion de l'adhésion et de mettre à sa disposition le temps et les moyens nécessaires à sa mission. En effet, malgré tout, tous les dossiers CNAS sont des dossiers numériques, donc il va falloir en tant que collectivité qu'on soit très attentif aux agents qui sont un peu éloignés du numérique. Donc on compte aussi qu'entre collègues, il y ait une forme d'émulation, parce que l'intérêt de la ville et l'intérêt des agents surtout, c'est qu'un maximum d'eux puissent bénéficier de toutes les aides qui sont quand même très étendues. J'ai oublié de dire en préambule qu'on remerciait quand même tous les agents qui s'étaient occupés depuis 1975 de l'amicale, parce que ça a été un lourd travail et c'était un des pans de l'action sociale et du lien social entre les agents. Voilà, vous avez en lecture la convention qui est jointe. Si vous avez des questions, on peut vous apporter des réponses. Mais voilà, il faut rappeler que malgré tout, ça reste un plus important pour les agents, pour la collectivité. C'est un coût supplémentaire par rapport à ce qui était fait de 28 000 €. Donc voilà, nous on espère en tout cas que ça sera utilisé un maximum de fois pour les aides aux vacances, les aides sociales. Enfin, il y a tout un panel d'aides. Il n'y a pas de questions? Merci. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Le tableau des effectifs. Alors, je vais vous lire d'abord la délib. On ira se référer tout à l'heure au tableau. Donc, conformément à l'article 34 de la loi numéro 84-53 du 26 janvier 84 modifiée, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant. Il appartient donc au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois à temps complet et à temps non complet nécessaires au fonctionnement des services, afin de tenir compte de l'évolution des besoins et des mesures retenues par l'autorité territoriale. Il est proposé au conseil municipal d'approuver les modifications du tableau des effectifs dont le détail est joint, que les dépenses en résultant seront couvertes par les crédits inscrits au chapitre 12. Est-ce qu'il y a des questions sur ce tableau des effectifs Est-ce que vous voulez qu'on revienne dessus dans le détail? C'est un exercice toujours fastidieux. Si vous n'avez pas de questions, je vous propose de passer directement à ce vote. Mais si vous avez des questions, on peut y répondre point par point. Pas de questions? Merci, vous m'évitez une lecture fastidieuse de tout ce tableau. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Et je continue. La délib numéro 8, renouvellement de la convention mise à disposition du service commun ingénierie territoriale. Celle-là, je suis désolé, mais je vais vous la lire entière.
Ah, non, tu veux pas. Dans sa séance du 28 janvier 2019, le Conseil municipal a approuvé la création d'un service commun d'ingénierie territoriale avec la CDC du Pays de Falaise afin de répondre aux objectifs suivants. Renforcer la solidarité et le sentiment d'appartenance grâce à une administration communautaire au service des communes du territoire. Améliorer l'expertise et la technicité du service ingénierie en créant une équipe aux compétences complémentaires. Faciliter le pilotage de la conduite des projets communautaires et communaux. Le service commun constitue un outil juridique de mutualisation permettant de regrouper les services d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et d'une ou plusieurs de ses communes membres afin de favoriser l'exercice des missions de ces structures contractantes et de rationaliser les moyens mis en œuvre pour l'accomplissement de leurs missions. À cet effet, une convention de création de services communs avait été établie. Celle-ci avait pour objet de fixer les modalités de création de fonctionnement du service commun, notamment la situation des agents, la gestion du service, les modalités de remboursement et les conditions du suivi de services communs. Dans ce cadre, la ville de Falaise met à disposition de la communauté de communes un ingénieur territorial. Cet agent est mis à disposition de la CDC en vue d'exercer ses fonctions de responsable du service commun ingénierie territoriale, rattaché à la direction générale des services de la CDC. L'agent est mis à disposition de la CDC pour 50% de son temps de travail hebdomadaire, soit annuellement 803h50. Les 50% restants étant dédiés à l'encadrement du service aménagement et bâtiment de la ville de Falaise. De son côté, le service communautaire ingénierie est partiellement mis à disposition des services techniques de la ville à hauteur de 50%, par l'intermédiaire d'un technicien contractuel. La communauté de communes facture les services du technicien et rembourse la part afférente à la rémunération de l'agent municipal. La convention de mise à disposition du service commun ingénierie territoriale, qui arrive à son terme le 31 décembre 2021, a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement du service commun, notamment la situation des agents, la gestion du service, les modalités de remboursement et les conditions de suivi du service commun. Il est proposé de la renouveler pour une durée indéterminée. Le comité technique réuni le 3 décembre 2021 a émis un avis favorable à l'unanimité pour le renouvellement de la convention de mise à disposition du service commun ingénierie territoriale. Il est demandé au Conseil d'approuver le renouvellement de la convention de mise à disposition du service commun ingénierie territoriale entre la communauté de communes du Pays de Falaise et la ville de Falaise à compter du 1er janvier 2022 pour une durée indéterminée, d'autoriser Monsieur le maire à signer la dite convention ainsi que tout document utile se rapportant à ce dossier. Des questions ou des observations ? Non, donc on passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Point numéro 9, détermination des ouvertures dominicales 2022. La parole à Delphine Aleno. L'article L. 3132-26 du Code du travail permet de déroger au repos dominical dans les établissements de commerce de détail par décision du maire pris après avis du conseil communautaire sans que cela n'excède 12 dates par an. Après concertation avec l'Union des commerçants, industriels et artisans, il est proposé d'autoriser l'ouverture des commerces alimentaires et non alimentaires durant 8 dimanches. Le 16 janvier 2022, correspondant au premier week-end des soldes d'hiver, le 26 juin 2022, correspondant au premier week-end des soldes d'été, puis les 4, 11 et 18 décembre 2022. Le Conseil communautaire réuni le jeudi 18 novembre 2021 a donné un avis favorable à cette proposition. Il est proposé au Conseil municipal d'autoriser l'ouverture des commerces de détail alimentaires et non alimentaires les dimanches 16 janvier 2022, 26 juin, 4, 11 et 18 décembre 2022. Je pense qu'il n'y a pas de questions. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Point numéro 10, le marché hebdomadaire, transfert pendant les travaux des Halles. À nouveau la parole à Madame Delphine Aleno. Le secteur autour des Halles va faire l'objet durant ces 3 prochaines années de profondes transformations. Des travaux de voirie,
la rénovation des halles à compter de janvier 2022, l'extension du cinéma à compter de février 2022 et la réhabilitation du bâtiment dit ex-CPAM en 2022. Cela va avoir des conséquences sur la tenue du marché hebdomadaire. En effet, pendant le temps des travaux, les halles ne pourront pas être utilisées. La rue Amiral Courbet, dans sa portion comprise entre la rue du 9e arrondissement de Paris et de la rue Thérèse-Cuvigny, sera fermée. Les trottoirs de la rue Thérèse-Cuvigny devront être libérés à proximité du cinéma. Pour une bonne organisation de ces chantiers, et surtout afin de préserver le dynamisme du marché hebdomadaire, il est proposé de transférer l'implantation du marché Place Bellecroix pendant le temps des travaux, dans sa partie centrale, mais aussi dans les rues adjacentes, côté Halles, et entre les rues Thérèse-Cuvigny et Trinité. La commission des commerçants non sédentaires, réunie le 30 novembre 2021, a donné un avis favorable à ce transfert. Elle se réunira à nouveau demain, le mardi 14 décembre 2021, afin d'acter le plan définitif d'implantation des commerçants non sédentaires. Conformément à l'article L. 2224-18 du Code général des collectivités territoriales, cette proposition a été soumise à l'approbation des organisations syndicales, Syndicat des marchés de France du Calvados et de l'Orne, la Confédération intersyndicale de défense et Union nationale d'action des travailleurs indépendants. Il est demandé au conseil municipal d'accepter le transfert partiel et temporaire du marché hebdomadaire situé sous les Halles. La rue Amiral Courbet, dans sa portion comprise entre la rue du 9e arrondissement de Paris et la rue Thérèse-Cuvigny, sera fermée. La rue Thérèse-Cuvigny, à proximité du cinéma. Vers la place Bellecroix, à compter du 3 janvier 2022 et jusqu'à la fin des travaux, dans sa partie centrale et dans les rues adjacentes, côté Halles, entre les rues Thérèse-Cuvigny et Trinité. Voilà des interrogations. Donc on est allé... oui, tu peux prendre un micro. Juste si tu pouvais prendre un micro, parce que sur les réseaux, on n'entend pas les questions. Alors là, pour l'ex-CPAM, c'est un projet privé. Donc, quand on commence exactement les travaux, apparemment, c'est le premier trimestre 2022. Il y a des gros travaux, oui, parce qu'il y a une extension du côté des Halles. Le permis de construire a été validé par l'architecte des bâtiments de France. Donc, les travaux devraient commencer, je pense, février 2022. Pour savoir plus sur le projet, voilà, c'est vraiment un projet privé, mais qui va impacter la rue Amiral Courbet malgré tout. Parce que pour l'instant, certains commerçants sont sur les pelouses et les pelouses n'appartiennent pas à la ville. Donc voilà. Et je voulais juste préciser qu'on avait rencontré très peu de commerçants, mais on en a rencontré samedi midi, on est allé sous les Halles. Effectivement, leur volonté en étant sortis des Halles, c'est de se retrouver tous ensemble au même endroit. Donc on a une commission des marchés demain qui devra attribuer les places, mais ils ont bien compris, et puis vous l'avez vu, suite à l'exposé de Maurice Benaya et de moi-même tout à l'heure sur les Halles, qu'il y avait urgence à faire. Donc ils ont bien compris que pour la pérennité de leur marché, les travaux étaient nécessaires. Et on sait bien qu'ils vont être impactés malgré tout. Ça va être un peu moins confortable à l'extérieur. La période est peut-être pas la plus propice, mais voilà, on est contraint aussi par les marchés publics et par les marchés de travaux. Donc, qui est contre? Il n'y a pas d'autres questions? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Point numéro 11, l'adhésion aux microfolies. Je passe la parole à Cécile Levagrez-Marie. Merci Jacques. La ville de Falaise, engagée dans une politique culturelle ambitieuse, souhaite implanter en 2022 une microfolie sur son territoire. Une microfolie est un projet porté par le ministère de la Culture et coordonné par l'établissement public de la Villette, à Paris. Il s'articule autour d'un musée numérique qui présente les collections de 12 établissements culturels nationaux fondateurs que sont le Centre Pompidou, le Château de Versailles, la Cité de la Musique, Philharmonie de Paris, le Festival d'Avignon, l'Institut du monde arabe, le Louvre, le Musée national Picasso à Paris, le Musée d'Orsay,
le musée du Quai Branly Jacques Chirac, l'Opéra national de Paris, la réunion des musées nationaux, le Grand Palais, l'Univers Sciences et la Villette. Cette galerie d'art numérique de la microfolie est une offre culturelle novatrice et inédite qui devient accessible à tous en format numérique sur écran, tablette ou casque de réalité virtuelle. Des contenus régionaux rejoignent au fur et à mesure les collections. Les microfolies peuvent être fixes et également mobiles, ce qu'on appelle une mini-folie. Plusieurs modules pourront compléter le musée numérique, notamment un Fab Lab ou un espace de réalité virtuelle ou autre chose. La ville de Falaise, en lien avec la communauté de communes du Pays de Falaise, souhaite, dès 2022, proposer une microfolie fixe dans l'espace muséal Automate Le Maître et une mini-folie mobile itinérante en même moment sur le territoire du Pays de Falaise. Il vous est donc proposé, dans l'attente de l'écriture du projet culturel, d'adhérer à la charte d'adhésion au réseau Microfolie. À partir de la seconde année d'adhésion, le projet fera l'objet d'une contribution financière forfaitaire annuelle d'un montant de 1 000 € TTC au titre de l'animation du réseau Microfolie. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer la dite charte ci-jointe afférente à ce dossier dans l'annexe 7. Vous trouvez donc cette adhésion avec la totalité de la charte écrite sur 9 pages. Des questions posées à Cécile, des interrogations, des réflexions? Non. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Point numéro 12. Donc, je vais le faire. Délégation du conseil municipal des décisions du maire prises au cours du 4e trimestre 2021. Alors, je vous ai fait grâce du préambule, je vous lis les décisions. La décision 2162, attribution du marché 2021-15 de la DSTUP pour les travaux de restructuration des halles, phase clos couvert. Décision 2163, attribution du marché 2021-15 DSTUP 2 pour les travaux de restructuration des halles, phase clos couvert, lot 4, infructueux. Décision 2164, modification des tarifs de la boutique du camping, tarif réduit. Décision 2165, acceptation de la rétrocession d'une concession. Décision 2166, clôture de la régie d'avance, menu dépenses. Décision 2167, occupation du domaine public, terrasse de la Civette. Décision 2168, fixation de tarifs pour le centre socio-culturel. Décision 2169, fixation des tarifs pour le musée des automates à l'occasion des féeriques 2021. Décision 2170, fixation des tarifs du restaurant scolaire pour l'année scolaire 2021-2022. Décision 2171, fixation des tarifs au profit du centre socio-culturel. Annule 2168. Décision 2172, attribution d'un marché public numéro 2021-18 DRH sur la formation des élus. Décision 2173, fixation d'un tarif individuel passe découverte pour l'accès au château Guillaume le Conquérant. Décision 2174, la fixation des tarifs pour les chalets des féeriques 2021. Décision 2175, le tarif d'inscription pour le marché de Noël 2021. Décision 2176, le tarif du repas de Noël 2021. Décision 2177, tarif au profit du centre socio-culturel, les soirées d'habitants. Décision 2178, tarif d'accès à la patinoire à l'occasion des féeriques 2021. Ces décisions sont consultables, bien sûr, au secrétariat de la Direction générale des services. C'est une prise d'acte. Des questions? Merci. Point suivant, 13. L'appel à projet jardin partagé et agriculture urbaine. Demande de subvention à l'État. Je laisse la parole à Bénédicte Lebailly. Bonjour à tous. Il est proposé de solliciter au titre de la mise en place de jardins partagés au pied d'immeubles l'aide de l'État en répondant à l'appel à projet investissement dans le cadre du plan de relance. Action, jardins partagés et agriculture urbaine afin de renforcer les moyens d'action du centre socio-culturel. Le centre socio-culturel est un véritable acteur du développement social local qui a pour mission de répondre aux besoins de la population. Structure ouverte au sein du centre-ville de Falaise, l'équipe s'attache à aller vers les habitants au sein des quartiers afin de tisser des liens, de répondre aux besoins exprimés et de permettre la co-construction de projets. Des habitants ayant exprimé le souhait de mettre en place des jardins partagés au sein du quartier de la Fontaine Couverte,
une réflexion pour la mise en œuvre de ce projet a été lancée. En effet, depuis une dizaine d'années, les jardins partagés sont reconnus comme des outils de développement social à la croisée des enjeux de solidarité et d'environnement. Les jardins partagés permettent au vivre ensemble de s'exprimer dans l'espace public. C'est aussi l'occasion de faire du lien avec les habitants, de les sensibiliser sur les avantages et plaisirs à manger local, de les amener à réfléchir sur leurs propres habitudes alimentaires et l'impact de leurs actions sur la nature et sur la santé. Le projet se construira avec les habitants et partenaires. Néanmoins, nous envisageons dès à présent les investissements matériels qui seront nécessaires à la mise en œuvre du projet. Pour l'aménagement du site, abri de jardin, signalétique, clôture, bac de récupérateur d'eau, bac à compostage et poubelles, outillage de jardinage, outillage à main pour petits et grands, fourches, râteaux, pelles, bâches, pioches, sécateurs, etc. Lieu de vie, mobilier de jardin pour la convivialité, table, bancs, chaises, tonnelles, parasols, barbecue. Prestations annexes, une demande d'accompagnement auprès de la CPIE ou d'un animateur environnement du territoire pour lancer le projet avec les habitants. Le montant global de la subvention demandée auprès de la préfecture du Calvados est de 12 951 €, soit 50% du montant global des dépenses liées à la mise en place de ce projet. Il est donc demandé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à déposer une demande d'aide financière auprès de la préfecture pour la mise en œuvre de ce projet. Et à ce propos, je tiens à remercier le service qui a super bien travaillé sur ce projet. C'est grâce à eux si on arrive à obtenir la subvention. Tu parles du centre socioculturel, j'imagine. Oui, bien sûr. Merci Bénédicte. Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Point numéro 14, la dénomination des voies pour la ferme du Pilier Vert. Bruno, je te laisse la parole si tu veux le présenter. Dans le cadre de la réalisation du lotissement La Ferme du Pilier Vert, vont être créées des voies nouvelles qui ont vocation à être intégrées après rétrocession par l'opérateur dans le domaine public de la ville. Il convient par conséquent de les dénommer. La commission du cadre de vie a retenu la proposition suivante lors de sa réunion du 5 novembre 2021. Les voies créées en prolongement des voies existantes, rue de l'Écu de France et Venelle-Saint-Georges en conservent le nom. En ce qui concerne les voies nouvelles, voici la biographie succincte des personnes dont il est proposé de retenir le nom. Camille Claudel, née Fer en Tardenois, dans l'Aisne, le 8 décembre 1864, est morte à Mont-de-Vergue, Montfavet-Vaucluse, le 19 octobre 1943. Camille Claudel est une sculptrice et artiste peintre française. Son art de la sculpture, à la fois réaliste et expressionniste, s'apparente à l'art nouveau par son utilisation savante des courbes et des méandres. Collaboratrice du sculpteur Auguste Rodin, sœur du poète, écrivain, diplomate et académicien Paul Claudel, sa carrière est météorique, brisée par un internement psychiatrique forcé et une mort quasi anonyme. Louise Michel, alias Enjolras, née le 29 mai 1830 à Vroncourt, la Côte, en Haute-Marne, est morte le 9 janvier 1905 à Marseille. Louise Michel est une institutrice, écrivaine, militante, anarchiste, franc-maçonne française aux idées féministes et l'une des figures majeures de la Commune de Paris, durant laquelle elle s'implique tant politiquement que militairement en intégrant les rangs de la Garde nationale. Catherine de Saint-Phal, dite Niki de Saint-Phal, née à Neuilly-sur-Seine, département de la Seine, le 29 octobre 1930, est morte à La Jolla, comté de San Diego, en Californie. Le 21 mai 2002, Catherine de Saint-Phal est une plasticienne, peintre, sculptrice et réalisatrice de films franco-américaines. Germaine Tillon, née le 30 mai 1907 à Allègre, en Haute-Loire, et morte le 19 avril 2008 à Saint-Mandé, dans le Val-de-Marne. Germaine Tillon est une résistante et ethnologue française, titulaire de nombreuses décorations pour ses actes héroïques durant la Seconde Guerre mondiale
Elle est, en 1999, la deuxième Française à devenir Grand Croix de la Légion d'honneur après Geneviève de Gaulle-Antoniose. Un hommage de la Nation lui a été rendu au Panthéon le 27 mai 2015, où elle est entrée en même temps que Geneviève de Gaulle-Antoniose, Jean Zay et Pierre Brossolette. Il est demandé au conseil municipal d'approuver la dénomination des futures voies du lotissement La Ferme du Pilier Vert. Voir annexe 8. Des questions? Juste pour vous rappeler que ces noms, on les reprend dans la liste. Je pense que Chantal, tu en fais partie. Non, c'est Loïc Sobecki, du groupe de travail issu de la commission 4 de vie qui a travaillé sur une liste de noms pour les futurs noms de rues sur Falaise. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Point numéro 15, convention de maîtrise d'ouvrage déléguée entre la ville de Falaise et la communauté de communes du pays de Falaise, travaux au réseau d'eau pluviale aux abords du pôle de l'économie sociale et solidaire. Nous avions en août 2021 délégué à la CDC les travaux sur le pôle ESS, c'est-à-dire les travaux de réseau d'eau pluviale, enfin d'eau usée, mais comme nous on avait les travaux d'eau pluviale à faire, on a délégué la maîtrise d'ouvrage à la CDC. Là, il s'agit de faire de la même chose aux abords, c'est-à-dire que là, on n'est plus sur la parcelle 89, on est aux abords, en amont et en aval. Et il nous a semblé cohérent, et à la CDC aussi, de faire exactement comme on a fait au mois d'août. C'est-à-dire que c'est la CDC qui va s'occuper des travaux, qui va s'occuper des marchés, et qui nous renverra en fin de travaux des comptes certifiés, et nous réglerons la part qui nous est due, c'est-à-dire tout ce qui concerne les eaux pluviales qui sont de la compétence communale, on paiera, et 50% de la part des travaux d'ensemble. Voilà, il y a un coût estimatif de 50 000 €, mais effectivement, c'est la commission d'appel d'offres de la CDC qui va nous donner le montant exact de cette mission. Des questionnements? Non, je ne pense pas, merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci encore. Alors, dernier point à l'ordre du jour. Oui, c'était le 15e. Je vous ai demandé tout à l'heure d'accepter un point supplémentaire à l'ordre du jour. Nous allons juste attendre 2 minutes pour donner ce point supplémentaire aux journalistes. Donc, je vais vous lire ce rapport complémentaire tout à l'heure. Alors, vous l'avez lu. J'ai appelé Clara cet après-midi pour la tenir au courant. Cette délibération vise à informer le conseil municipal d'un legs important pour la ville de Falaise. Comme il y avait eu sous l'ancienne mandature le legs Cuvigny, nous allons accepter le legs Lecourt. Le maire ainsi que le DGS ont étudié le dossier avec le notaire avant d'accepter, parce que bien entendu, à chaque fois qu'il y a un legs, il faut regarder en quoi il consiste exactement. Dans les charges de la commune, c'est juste l'entretien du caveau familial. Donc, le 26 novembre dernier, le maire a accepté ce legs. Alors, oui, il y a une erreur sur une date. Enfin, c'est pas une erreur, c'est à mon avis, il manque un chiffre. Ouais. Par acte de notoriété, en date du 26 novembre 2021, monsieur le maire de la ville de Falaise a pris connaissance des volontés de madame Denise Lecourt de désigner la ville de Falaise légataire universelle. Madame Lecourt, née à Paris le 19 mars 1921, je crois, est décédée le 5 avril 2021 à Caen. Elle était la veuve de monsieur Maurice Lecourt, décédé. Leur fille unique, madame Mireille Lecourt, est décédée également. Madame Lecourt, n'ayant pas d'héritier réservataire, a donc souhaité instituer par testament holographe du 21 mars 2009, déposé à l'étude de maître Ludovic Leleu le 16 avril 2021, la ville de Falaise comme légataire de l'ensemble de son actif. Selon l'état approximatif de la succession établi par le notaire en charge du règlement successoral, au moment du décès du testateur, elle se compose d'un actif brut de 2 372,03, ça fait beaucoup de chiffres pour moi,
Il y a 450 000 € d'avoir bancaire, 524 000 issus de 6 assurances vie, 1 085 000 de biens immobiliers. Cela représente 9 biens immobiliers situés à Falaise et à Caen, appartements, immeubles, garages et biens commerciaux, dont il conviendra d'affiner la valeur vénale. Ils sont tous loués à l'exception du garage. Ce legs n'étant grevé ni de charges ni de conditions, il vous est proposé d'accepter, et ce, à concurrence de l'actif net et sous réserve de l'inventaire, le legs universel fait à la ville de Falaise par Madame Denise Lecourt, par testament holographe du 21 mars 2009. Il vous est également demandé d'autoriser Monsieur le maire de Falaise à entreprendre toutes les démarches nécessaires auprès de Maître Leleu, en charge du règlement de la succession de Madame Denise Lecourt, et à signer tous les actes afférents à ce legs. Juste une petite communication. Effectivement, nous allons l'accepter après le vote. Et on va prendre le temps tout l'hiver de réfléchir à la bonne utilisation de ce legs pour la ville et ses habitants. Et aussi, dans un même temps, il faudra réfléchir à la façon de rendre hommage à la mémoire et à la générosité de Madame Lecourt. Voilà pour le rapport supplémentaire qui vous a été présenté. Des questions ou des... Oui, bonsoir. Une petite question. Alors bien sûr, on se réjouit d'avoir un legs pour la ville. Une petite question, parmi ces volontés, donc c'était l'entretien du caveau, mais est-ce qu'il y a d'autres volontés sur l'utilisation de ces fonds ou pas du tout? Non, on l'aurait rappelé autrement, il n'y a aucune autre, on ne va pas appeler ça contrainte, mais aucune autre volonté que l'entretien du caveau familial. Nous allons procéder au vote, parce que je pense que qui est contre, qui s'abstient, merci. Et on reviendra effectivement vers vous en temps voulu, après avoir bien réfléchi à l'utilisation de ces fonds. Et je vous l'ai dit tout à l'heure aussi, à la façon de rendre hommage à cette dame. Il avait été donné un nom de rue pour Madame Cuvigny. Je pense que dans le même ordre d'idées, on se penchera vers cette option. Est-ce qu'il y a des questions diverses? Merci, parce que ce n'est pas un exercice facile pour moi. Donc, merci. Je ne sais pas si vous avez été compréhensif face à mes hésitations. Mais c'est un exercice qu'Hervé le maire maîtrise bien. Je préfère qu'il revienne très vite, pour plein de raisons. D'ailleurs, ça voudra dire qu'il va beaucoup mieux. Et puis parce que je préfère être à sa gauche ou à sa droite plutôt qu'à cette place-là. Merci à tous. Et puis on peut tous souhaiter un bon rétablissement au maire. Et puis à très vite. Mais j'ai cru entendre qu'il viendrait peut-être déjà dans nos murs demain après-midi. Voilà. Hein? Peut-être, je ne sais pas. Voilà, on verra. Merci à tous. Au revoir. Ah oui, excusez-moi, il y a Fabrice qui me rappelle à mes devoirs, comme quoi je ne suis pas du tout habitué à cet exercice, c'est de vous rappeler que des bonnes fêtes de fin d'année, un bon Noël, et puisque je suis là que pour une fois, des bonnes Pâques, et je vais faire toute l'année prochaine comme